Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo blabla qui va être en détente et en légèreté. Et je pense qu'en ce moment on a bien besoin de ça, surtout avec ce qui se passe en France et dans le monde. Je veux parler bien sûr du virus, de l'épidémie, puisque il se trouve que dans mon travail je suis en première ligne. Je suis sur le front, pour reprendre l'image que je trouve absurde personnellement, mais bon. Sur ma chaîne j'ai envie de parler de choses légères. Et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que en ce moment il y a la nouvelle adaptation animée de Dragon Quest, Dai no Daiboken, qui vient de commencer, qui est né à l'épisode 6 au moment où je fais cette vidéo. Et il se trouve que je connais bien le manga et la première série télé des années 90. Donc c'est une vidéo qui va être en détente, mais aussi un peu en mode oui, à mon époque, de mon temps, un peu en mode bon, je veux pas dire mais c'était quand même mieux avant. Voilà, c'est dit. Alors, en France, on a eu d'abord, dans les années 90, la première série télé qui s'appelait Fly à l'époque, qui était vraiment sympa, que j'aimais bien, qui était assez violente, à mine de rien, ça tranchait, ça découpait, ça transperçait. Donc, quand ça passait à la télé, ça devait être un peu censuré. Mais on a quand même eu les 46 épisodes qui sont passés. Et alors, juste pour la petite info, vient de sortir au Japon en version Blu-ray remasterisée l'intégrale de la série, donc les 46 épisodes, plus les 3 films. Et donc si tu as l'occasion, vraiment je te conseille, ça vaut le coup. Et ensuite en France, on a eu le manga, qui s'appelait Fly toujours. Je lisais ça quand j'étais étudiant, donc ça devait être en 97, 98, par là. Et le manga est vraiment bien aussi. Ça ressemble quand même beaucoup à Dragon Ball, avec le héros qui est un peu naïf, un peu ignorant du monde, et qui part comme ça à l'aventure se taper contre les méchants. Là où je trouve que c'est beaucoup mieux fait que Dragon Ball, bon, je vais pas être très original en disant ça, mais dans Dragon Ball, c'est vraiment que de la puissance, que de la transformation, et du fait qu'on ait toujours une surenchère de puissance, il y a beaucoup de personnages qui servent à rien dans l'histoire. Alors que dans Dragon Quest, bon, on a de la puissance, on a de la transformation, mais on a aussi de la magie, du mystère, des secrets. Et dans Dragon Quest, ce qui est bien, c'est que tous les personnages évoluent, chacun dans leur catégorie. Ils ont tous leur utilité, ils ont tous quelque chose à apporter dans les situations. Et par contre, il y a un truc qui me saoule vraiment dans Dragon Quest, c'est un schéma qui revient très 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 souvent. C'est par exemple, on a un personnage qui se retrouve confronté à un méchant qui est beaucoup plus fort que lui, et donc il a aucune chance, il se fait battre comme plâtre, et juste au moment où le méchant va pour lui donner le coup final, pour l'achever, il est comme ça, il fait non, tout est perdu, c'est la fin. Et juste, enfin vraiment au dernier moment, t'as un autre personnage qui intervient pour le sauver. Alors évidemment, c'est une facilité scénaristique, hein, mais au-delà de ça, je trouve que c'est assez frustrant parce que moi j'aime bien quand les personnages s'en sortent par eux-mêmes, quand ils arrivent à trouver la solution en eux-mêmes pour se sortir des situations. Donc ça, c'est vraiment le seul petit défaut du manga Dragon Quest, mais sinon c'est quand même ce qui se fait de mieux dans le genre aventure. Et alors en ce moment il y a la nouvelle série télé qui vient de commencer, qui en est donc à l'épisode 6. Et alors ça m'ennuie vraiment de dire ça parce que ça se voit qu'ils ont mis les moyens, qu'ils ont essayé d'envoyer du steak, mais pour le moment c'est quand même assez décevant. À part l'épisode 5 où ça décolle un peu, on a un début de quelque chose, un frémissement, mais sinon, dans l'ensemble du début de la série, c'est quand même assez décevant. En fait, on a exactement le même défaut que sur le film Dragon Ball Super Broly, c'est-à-dire que c'est joli, c'est coloré, ça bouge dans tous les sens, il se passe plein de trucs, mais en vrai, il se passe rien. En tant que spectateur, on n'est pas impliqué dans l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher aux personnages, ni d'apprendre à les connaître. Et ça, c'est dommage. Et alors sur YouTube, tout le monde y va de sa petite revue hebdomadaire, comme à l'époque de Dragon Ball Super. Tout le monde dit oui, ça va beaucoup trop vite, par rapport à la série des années 90, il y a ça qui a été enlevé, il y a ça qui a été rajouté. Alors déjà, je trouve pas ça très pertinent de vouloir absolument comparer l'animé des années 90 et l'animé de 2020, parce que c'est deux choses différentes. Quand on regarde l'animé de 2020, on n'est pas censé connaître ni le manga, ni la première série télé, ni même les jeux vidéo, ce qui est mon cas, je ne connais pas du tout les jeux vidéo. Donc l'histoire est censée se suffire à elle-même.
Ça, c'est une première chose. Et puis, si on veut comparer les animés des années 90 et les animés d'aujourd'hui, et l'animé Dragon Quest est vraiment symptomatique de ça. On a aussi le cas avec Dragon Ball Super, avec Senseiya Omega, avec Captain Tsubasa. C'est que les animés d'aujourd'hui ont perdu ce qui, moi, me passionnait quand j'étais petit, dans les années 80-90. Les animés d'aujourd'hui ont perdu l'intensité et l'implication émotionnelle qu'on avait quand on regardait nos animés. Et ça, c'est quelque chose voilà, qui... Enfin, bon, peut-être qu'il y a aussi une part de... on a grandi, on est peut-être passé à autre chose, mais j'ai réfléchi et j'ai trouvé 2 explications principales à ça, et je vais t'en parler maintenant. La première explication, qui est sûrement la plus simple, la plus évidente, c'est que entre les années 90 et les années 2020, la façon de raconter les histoires a changé, parce que c'est la façon de regarder les épisodes qui a changé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une histoire, enfin en tout cas une bonne histoire, ça marche sur le même principe que la musique en fait, c'est-à-dire le principe de tension et de résolution. Dans ton histoire, tu introduis une tension, tu fais monter le truc, et ensuite au bout d'un moment tu résous. Et ça, dans les années 90, on savait très bien faire ça. Nous, on avait Dragon Ball Z. C'était le truc énorme. C'était un phénomène, il n'y a même pas d'équivalent aujourd'hui. Dans toutes les cours de récré, on était là, on attendait notre épisode. Parce que, bon, en France, on a eu l'animé bien avant le manga. Contrairement au Japon. Et on n'avait pas Internet non plus. Donc chaque semaine, on attendait notre épisode pour savoir ce qui allait se passer. Et par exemple, au début de l'histoire, on a l'arc Saiyan. Donc je te resitue rapidement le contexte. On a Goku qui est parti s'entraîner dans l'au-delà pour être prêt à affronter la menace extraterrestre qui va arriver sur Terre. Goku a fini son entraînement, il retourne sur Terre par le chemin du serpent. Et pendant ce temps-là, tu as ses compagnons qui sont en train de se faire latter la gueule par les extraterrestres. Et donc ils sont tous là à l'attendre, à l'appeler désespérément. Et tu as Goku qui court sur le chemin du serpent pendant genre 10 épisodes. Donc c'est un peu long, c'est un peu chiant aussi. Mais au moins, l'avantage de ça, c'est que quand il arrive, on sait qu'il arrive. On l'a tellement attendu que ça y est, il est là. Et si tu enlèves ça, si tu enlèves cette attente, si au lieu de le faire courir sur 10 épisodes, tu le fais courir juste sur un épisode, on n'a plus du tout le même impact. Quand il arrive, tu fais, bah ok, il arrive. Et donc ça, on savait très bien faire ça dans les années 90, et aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. On ne pourrait plus faire monter la tension d'une semaine sur l'autre, parce que dans la vie des jeunes aujourd'hui, il se passe tellement de choses. Ils ont les réseaux sociaux, ils ont le Twitter, ils ont les ch'tis versus les Thaïlandais, ils ont le YouTube. Sur YouTube, il se passe toujours quelque chose. T'as toujours un YouTuber qui fait son live ou qui sort une vidéo genre j'achète une tranche de jambon. Ça tourne mal. Et donc le jeune, quand il regarde son épisode, il a oublié ce qui s'est passé la semaine d'avant. Et quand tu es scénariste, que tu écris une histoire pour un épisode, tu es obligé de tenir compte de ça. Il faut que la tension soit résolue à la fin de l'épisode. En gros, c'est un épisode, une histoire. Et quand tu regardes par exemple le tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super, c'est exactement ça la structure des épisodes. Les combats s'étalent jamais sur plus d'un épisode. T'as un épisode, c'est l'univers 2 contre l'univers 7. L'épisode d'après, c'est l'univers 6 contre l'univers 11, et ainsi de suite. Les épisodes sont conçus pour être quasiment indépendants. Limite, tu pourrais les regarder dans n'importe quel ordre, ce serait pareil. Et donc, pourquoi c'est nul le tournoi du pouvoir ? Parce que on n'a aucune intensité. Tu peux pas raconter une histoire intéressante, développer des personnages, développer des situations de la même manière sur un épisode que tu peux le faire sur 20 ou 50 épisodes. Pour moi, c'est ça la principale différence entre les années 90 et les années 2020. Et pour revenir à la nouvelle série Dragon Quest, je vais prendre un exemple très concret. À la fin de l'épisode 5, la logique aurait voulu qu'on les voit quitter l'île pour partir à l'aventure et pour qu'on ait une ouverture sur le monde. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on aurait fait dans les années 90. Alors que là, au contraire, à la fin de l'épisode 5,
ils restent sur l'île et ils insistent bien sur la scène où ils disent adieu à leur maître pour bien nous montrer que voilà, c'est fini. Cette histoire-là, elle est finie. Le jeune, tu peux retourner à tes occupations. Et alors, pour moi, il y a une autre explication à ça, au fait qu'on ait complètement perdu l'intensité qu'on avait dans les animés des années 80-90. C'est que, bon, alors je peux me tromper, hein, évidemment, mais j'ai l'impression que les animés japonais, au fil des années, se sont américanisés. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand j'étais petit, je trouve que les animés japonais étaient beaucoup plus marqués par la culture japonaise. Et par culture japonaise, je veux pas dire le folklore japonais. J'ai pas dit que dans tous les animés on avait des samouraïs, des ninjas. Quand je parle de culture japonaise, je vais prendre un exemple là, très simple. Quand j'étais petit, je regardais à la télé Saint Seiya. Ça s'appelait Les Chevaliers du Zodiaque à l'époque. Et dans Saint Seiya, on a le personnage de Seiya, qui est vraiment l'archétype du personnage qui fonce sans réfléchir. Enfin, quand je dis qu'il fonce sans réfléchir, pas dans le sens où il est idiot, mais dans le sens où il n'a pas d'hésitation. Il se soucie pas des conséquences. Il s'en prend plein la tronche et il se relève à chaque fois. Et au début de l'histoire, on a le combat entre Seiya et le Chevalier du Dragon. Et alors au début du combat, le Chevalier du Dragon, il est comme ça, il fait « Ouais, t'as vu mon bouclier, c'est le plus solide, patati ». Et au début, il le bat comme plâtre, il l'envoie au tapis, et Seiya, il se relève à chaque fois. Et le Chevalier du Dragon, il commence à les avoir un peu comme ça, qu'il se dit « Attends, il se passe un truc là ?» Et moi, je regardais ça quand j'étais petit, ça me fascinait complètement. Je voyais Seiya qui se relevait à chaque fois encore plus fort, et je me posais la question, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il va aussi loin? C'est quoi qui le motive en fait? Parce que l'histoire nous dit que il fait ça pour retrouver sa sœur. Mais c'est pas vrai. Au moment où il se relève, c'est pas à sa sœur qu'il pense. Il pense pas à l'armure d'or non plus. Et au début de l'histoire, il n'est pas encore question d'Athéna, ni de sauver le monde du déluge, ou quoi ou qu'est-ce. Donc il fait ça vraiment pour lui, pour se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose. Que toutes ces années qu'il a passées à s'entraîner, ça a servi à quelque chose. Et moi, je regardais ça quand j'étais petit, ça me fascinait complètement. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la culture japonaise, enfin dans les animés japonais de cette époque-là. Et enfin à l'époque, je ne savais pas si c'était japonais, français, américain, je m'en foutais. Je regardais ça et ça me passionnait, quoi. Et par contre, j'ai jamais été passionné par les comics ni par les super-héros américains. Parce que bon, ok, c'est sympa, les super-héros, ils font des trucs genre, ils peuvent soulever des avions, mais je veux dire, c'est facile pour eux. Ils n'ont aucun mérite à faire ça, vu qu'ils ont des super-pouvoirs. Et par exemple, Superman. C'est quoi le propos de Superman? Alors oui, d'accord, Superman, quand il se réveille le matin, il est Superman, et Clark Kent, c'est la caricature de l'humanité que fait Superman. Alors d'accord, mais lui-même, est-ce qu'il évolue dans sa vie? Depuis tout petit, il est allergique à la kryptonite et toute sa vie, il est allergique à la kryptonite. Il n'y a pas un jour où il s'est dit, bon, maintenant je vais m'entraîner pour plus être allergique à la kryptonite, je vais essayer de dépasser ça, de surmonter ma faiblesse. Dans les comics américains, il n'y a pas cette idée d'aller jusqu'au bout de soi-même, d'essayer de dépasser ses limites, qu'on retrouve vraiment dans les années 80-90, dans les animés japonais. Et alors pourquoi est-ce que je parle de tout ça? Ou ce que je veux en arriver dans mon propos, c'est que jusque dans les années 90, le marché des animés japonais fonctionnait plus ou moins en circuit fermé. C'était fait par les japonais pour le public japonais, et donc le contenu des animés était ciblé par rapport au goût du public japonais, et aussi par rapport aux messages et aux valeurs que les japonais avaient envie de transmettre à leurs petits japonais. Donc ça marchait comme ça, et d'un point de vue économique, le marché japonais se suffisait à lui-même. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, j'achetais Animeland, j'avais lu une interview d'un réalisateur japonais qui s'appelait Yoshiaki Kawajiri, qui a pas fait tant de films que ça, mais qui a fait quand même des purs trucs. Il a fait Ninja Scroll, il a fait Vampire Hunter D, enfin plus d'autres trucs. Et le journaliste d'Animeland lui pose la question, lui dit « Est-ce que vous savez qu'en France, vous êtes quelqu'un de connu ?» Et il répond « Ah non, non, je ne savais pas. J'avais entendu dire que les animés japonais, ça marchait bien en France,
mais je ne savais pas du tout que moi j'étais connu. Enfin, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est bon, ok, c'est sympa, mais en gros, ça change pas ma vie. Et il y a eu un moment, je pense vers la fin des années 90, début des années 2000, où les Japonais se sont dit, ben attends, si nos animés plaisent à l'étranger, et enfin, je pense qu'en France, ça représente une toute petite partie, hein. Je pense que c'est surtout le marché américain, aux États-Unis. Donc les Japonais se sont dit, si nos animés plaisent aux États-Unis, on va non seulement exporter nos animés aux États-Unis, mais aussi on va fabriquer des animés pour plaire au public américain. Et je me souviens très bien que la première fois que j'ai eu cette impression, c'était avec le film Final Fantasy. J'avais vu au cinéma à l'époque. Et dans ce film, il y a une scène où il y a un personnage qui est accroché comme ça à une portière de voiture qui est suspendue dans le vide. Et le personnage à côté de lui lui fait ça va? Il lui fait oui, oui, tout va bien. Et à ce moment-là, je me suis dit mais jamais de la vie les Japonais feraient ça. C'est forcément américain. Et donc, fin des années 90, début des années 2000, les Japonais ont commencé à fabriquer des animés pour plaire au public américain, non seulement en s'adaptant au goût, au format et aux standards américains, mais aussi en gommant tout ce qui était trop marqué par la culture japonaise. Parce que bon, ils sont un peu comme ça, hein, les Japonais. Ils sont assez protecteurs avec leur culture. Ils n'ont pas envie que des étrangers aient trop facilement accès à leur culture. Et donc ils se sont mis à gommer quoi, tout ce qui était trop ancré dans la culture japonaise. Et ce que je trouve dommage, c'est que en voulant plaire au public étranger, ils ont complètement perdu tout ce qui faisait la particularité et l'intérêt, enfin en tout cas moi ce qui me passionnait dans les animés japonais de mon époque, des années 80 et 90. Et alors, ce qui a changé évidemment entre les années 90 et aujourd'hui, c'est aussi la manière de consommer les animés. C'est-à-dire que à mon époque, dans les années 80-90, on avait les épisodes à la télé, en français, et je trouvais que les versions françaises étaient pas terribles. J'aimais pas trop les voix françaises, la traduction, l'adaptation, ça changeait de voix d'un épisode sur l'autre, et surtout c'était censuré. Et moi j'aimais pas du tout ça. J'avais un objectif, c'était de trouver les épisodes de mes séries en japonais. Et ça se trouvait pas aussi facilement que maintenant, hein. Le support c'était des cassettes VHS. Chaque semaine je faisais le tour des boutiques spécialisées. Quand je tombais sur une cassette avec 3 épisodes en japonais, j'étais comme ça. Je rentrais vite chez moi, je les regardais en boucle. Donc il y avait la recherche, la quête qui faisait partie de l'expérience. Et ça a commencé à changer déjà avec les DVD, puisque sur un DVD, tu peux mettre beaucoup plus d'épisodes. Tu as la version française, la version japonaise, tu as des coffrets DVD avec 20 épisodes d'un coup. Donc on a perdu le côté recherche, le côté objet rare, et aussi peut-être le côté élitiste un peu, puisqu'on peut trouver ça à Casino, à Carrefour, un petit peu partout. Et maintenant, évidemment, on a Internet. On a les sites de simulcast. Alors, je ne parle pas des sites de téléchargement, hein, puisque c'est interdit. Moi, tout ce qui est interdit, je ne fais pas. Mais sur les sites de simulcast, tu peux avoir tes épisodes de tes séries qui sortent partout dans le monde en temps réel, en même temps qu'au Japon. Et donc, en un clic, littéralement, sans bouger de chez toi, tu peux avoir tes épisodes de tes animés. C'est beaucoup plus facile qu'à mon époque. Alors, j'en regarde toujours un petit peu de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Voilà.